bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Patrick Chaize, bienvenue. Vous êtes sénateur LR de l'Ain, vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Vous allez réagir à différents sujets, c'est le principe de l'émission, et notamment à la réforme des retraites qui continue sa route malgré les très nombreuses oppositions. Jusqu'à 19h, nous irons comme tous les jours en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera aujourd'hui avec Fanny Conquis. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Quentin Calme et Quentin, bienvenue. Bonjour Rebecca. Vous allez nous faire un point sur l'obstruction parlementaire justement à laquelle on assiste en ce moment en commission spéciale de l'Assemblée. Oui, il reste encore plus de 15 000 amendements à examiner sur les 22 000 déposés. Et ça, c'est que pour la commission spéciale puisqu'après, il y a tout à refaire en séance publique. Bon courage. Steve Jourdain fait aussi partie du club aujourd'hui. Bienvenue Steve. Emmanuel Macron, un président qui ne reçoit pas ou qui reçoit très peu les parlementaires. Un apéritif ou un dîner est prévu demain à l'Élysée. On en parle dans un instant. Bon appétit. Marie-Pierre Bourgeois est aussi avec nous ce soir. Marie-Pierre, notre chroniqueuse des livres politiques, mais pas de livres cette semaine. Un film, Marie-Pierre, un film politique bien sûr. Un film politique, je vais vous parler d'une cravate et de viennoiseries qui font très plaisir aux militants. À tout à l'heure, dans une demi-heure, notre grand débat. Il portera ce soir sur la fin de vie. La Haute Autorité de Santé veut faire évoluer les choses. Elle recommande d'autoriser la sédation profonde et continue à domicile. Le ministère de la Santé va dans le même sens ce soir et vient d'annoncer que le sédatif serait bientôt disponible. Ce qui pose évidemment un certain nombre de questions que nous nous poserons avec nos invités. Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Mais d'abord, la réforme des retraites. Les 22 000 amendements auront probablement raison du travail de la commission spéciale. Difficile d'arriver au bout du texte dans les temps et donc a priori ce sera la version initiale, c'est-à-dire celle du gouvernement qui sera débattue dans l'hémicycle. Avant d'en parler avec vous, Patrick Chaize, les détails avec Jonathan Dupriez. Au 8e jour d'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée, les chances que la commission spéciale arrive au terme de ses travaux d'ici à mercredi s'amenuisent. J'entends le ministre, j'entends le rapporteur, et franchement quand vous répondez, j'ai l'impression que vous passez sous un tunnel. Vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas la vérité. Dans un climat délétère, socialistes, communistes et insoumis s'adonnent à une obstruction parlementaire acharnée pour ralentir les débats. À eux seuls, les députés LFI ont déposé 19 000 des 22 000 amendements du texte, paralysant la commission. J'ai vraiment le sentiment que c'est la réforme la plus sociale que nous portons. Collègues, je suis persuadé que vous croyez que c'est un grand progrès social. Ben alors je vous propose qu'on approfondisse l'idée de progrès social, parce qu'alors on ne se comprend plus, on ne sait plus de quoi on parle. Le progrès social, c'est pas d'avoir moins le lendemain qu'on avait la veille. Si les députés échouent à examiner l'ensemble du projet de loi en commission, ils devront repartir à zéro et débattre en séance sur la version initiale du texte, dépourvue d'amendements. Ce cas de figure laisse aussi présager un allongement des débats dans l'hémicycle, alors que le gouvernement table sur un vote du texte avant le premier tour des municipales. L'exécutif pourrait alors être tenté d'utiliser le 49.3 pour passer en force, ce que réfute le secrétaire d'État aux retraites. Nous sommes là pour travailler le fond du texte. Non, il n'y a pas de 49.3 sur ce sujet-là. Ce qu'on souhaiterait voir, et ça les parlementaires décideront, mais on peut exprimer une opposition au texte, on peut discuter projet contre projet, c'est ça qui est intéressant à l'Assemblée. Mais faire de l'obstruction pour empêcher l'ensemble des oppositions, mais aussi la majorité de s'exprimer, ça c'est pas acceptable. Aux yeux des députés de droite, la commission de l'Assemblée tourne à la mascarade. Le patron du groupe LR, Damien Abad, voit dans les insoumis les idiots utiles de la majorité. Allons plus loin donc avec vous. D'abord, Patrick Chaize, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? On entend des mots obstruction ridicule et stérile, degré zéro du travail parlementaire. Voilà ce qu'on entend du côté d'En Marche. C'est aussi ce que vous pensez? Alors, si vous voulez, je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Cette réforme, malheureusement, je pense qu'elle a été mal amenée. En fait, moi, je pense qu'avant de réformer, avant de pouvoir donc apporter un texte, il faut en poser le cadre. Et le cadre, c'est de savoir effectivement si les retraites doivent rester au niveau où elles sont, si c'est le cas, de savoir l'incidence que ça a sur la durée du travail. Et ça.
C'est ce qui explique qu'on en est arrivé là, vous pensez? Oui, je pense qu'effectivement, il y a eu donc une ambition qui a été de dire il y a un problème. Ça, donc, on le partage, cette analyse-là. Et comment on règle le problème? Et puis, quand il y a eu donc évidemment des réactions diverses et variées, eh bien, on a essayé d'essayer de coller le pulse sans forcément savoir quel était le tableau final qu'on voulait obtenir. Et c'est ça la difficulté. Quel est l'autre moyen de s'opposer à un texte quand on le rejette absolument, quand on est la France insoumise? Très franchement, je ne porterai pas de valeur de jugement sur la stratégie de la France insoumise. Personnellement, je pense qu'il faut toujours mieux discuter, avancer et faire avancer les idées dans un débat qui est un vrai débat démocratique, parce que c'est le pourquoi on est parlementaire, plutôt que d'essayer finalement de jouer avec des outils qui, au fond, ne font pas avancer le débat. Et on va continuer d'en parler, on va continuer de parler de ces sujets avec nos chroniqueurs, puisque c'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et Quentin Calmet, c'est vous qui commencez justement sur cette obstruction parlementaire. On y revient, elle ne date pas d'hier. Dans l'histoire de notre République, on a d'autres exemples similaires. La Constitution a même été révisée sur ce point, en tout cas en partie, en 2008. Oui, l'obstruction au Parlement, c'est une technique qui remonte aux années 80. Pour la première fois utilisée sur la loi Sécurité et Liberté en 1980, puis repris par la droite pour dénoncer les lois de nationalisation en 1981 et les années suivantes. C'est alors rendu possible par l'informatisation du travail parlementaire. Vous savez, il n'y a plus besoin de rédiger à la main les amendements, donc on découvre le copier-coller, c'est assez magique. Et donc le record absolu, toute année confondue, c'est sur le projet de loi sur la fusion entre Suez et le Gaz de France en 2006. Et vous voyez même Jean-Louis Debré au perchoir qui pose avec cette immense pile 137 449 amendements en septembre 2006. Pour rappel, là on en examine 22 000. Des photos devenues mythiques. Donc depuis, les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été révisés. Voilà, il existe 3 mécanismes pour lutter contre cette obstruction. Mais alors attention, chacun comporte des risques politiques. On va les évoquer. D'abord, il y a le temps législatif programmé. Ça n'existe qu'à l'Assemblée nationale. Et il faut, comme cela, fixer, le bureau fixe comme cela un forfait de temps, 30 heures ou 50 heures. Et l'opposition détient alors 60% de ce temps. Mais ce n'est pas possible sur le texte sur les retraites, car les délais de dépôt du texte ont été trop courts. Deuxième mécanisme, le vote bloqué. Les parlementaires votent sur l'ensemble du texte directement avec les amendements du gouvernement. En général, ça se passe fort mal pour le ministre qui en fait l'annonce. Écoutez l'exemple des petites retraites agricoles au Sénat en 2018. J'ai l'honneur, en conséquence, de vous informer qu'en application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution, le gouvernement demande à la Haute Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du texte. Voilà, on entend la bronca dans l'hémicycle. Et il y a le troisième mécanisme, et là c'est la sulfateuse parlementaire, le fameux 49.3 de la Constitution. Le texte, le projet de loi est alors considéré comme adopté, et en échange, le gouvernement engage sa responsabilité avec une motion de censure. On pense bien sûr à la loi travail. Écoutez Manuel Valls qui faisait face à une coalition entre la droite et les frondeurs de gauche contre son texte. La conjonction des oppositions, y compris de ceux qui ne respectent pas les décisions très majoritaires de leur groupe, peuvent bloquer ce texte. Le spectacle donné hier soir en séance ne me semble pas rendre justice au travail des parlementaires de tous les bancs depuis 2 mois. Le Conseil des ministres qui s'est réuni il y a un instant, sous la présidence du Président de la République, m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement. Voilà, Manuel Valls, il l'aura fait sur 2 textes, la loi travail, la loi El Khomri, et bien sûr la loi aussi Macron, 1 an plus tôt en 2015. Et on s'en souvient encore, sauf que là, cette fois, normalement, a priori, l'utilisation du 49.3 est écartée par le gouvernement sur la réforme des retraites. Voilà, on a entendu Laurent Pietraszewski dans le reportage de J'ai entendu Priez. Le gouvernement ne veut surtout pas donner l'impression qu'il cadenasse le débat, surtout face à ce climat social très tendu en ce moment. Au contraire, dans les coulisses de la majorité, on nous a parlé tout à l'heure au téléphone de rajouter du temps d'examen aux 2 semaines
semaine déjà prévue en séance. L'idée pour la majorité présidentielle, c'est de donner l'image que l'on est ouvert au débat constructif face à une opposition qui, elle, serait dans l'obstruction systématique. Écoutez d'ailleurs à ce propos le constitutionnaliste Benjamin Morel. Selon lui, l'utilisation du 49.3 dans la situation actuelle, elle s'annonce compliquée. C'est un risque politique majeur. Si vous voulez, le 49.3, ça sert à quoi historiquement? Ça sert à contraindre non pas l'opposition, mais sa propre majorité. C'est une sorte de bombe atomique parlementaire, en fait. Vous expliquez aux parlementaires qu'il n'y a pas vraiment de débat, parce que soit ils votent la confiance dans le gouvernement, soit ils le renversent. Donc, à partir de là, vous tuez dans l'œuf le débat. Évidemment, sur une réforme qui est polémique, sur une réforme en plus où la majorité est plutôt située au centre-gauche, a quand même envie d'amender le texte, au moins d'être entendue sur le texte, c'est à la fois être en porte-à-faux avec sa propre majorité, en porte-à-faux avec une grande partie de ses électeurs, avec les syndicats. Donc pour toutes ces raisons-là, ça paraît compliqué. Du coup, Quentin, est-ce que finalement cette situation, elle arrange pas tout le monde? Oui, c'est la thèse en tout cas de Jean-Jacques Urvoas, l'ancien garde des Sceaux. Je voulais finir en vous montrant sa tribune hier dans Le Parisien. Il explique que la France insoumise, elle est dans son rôle en se faisant le relais des manifestations avec cette obstruction systématique et avec finalement assez peu de débats sur le fond. Quant à la République En Marche, eh bien, elle est face à cette opposition frontale et ça évite d'avoir à se diviser au sein du groupe LREM sur le fond de cette réforme. Et donc à la fin, chacun est renforcé dans sa posture. Enfin, un grand gagnant, c'est peut-être le Sénat, car c'est ici, au Palais du Luxembourg, que se fera vraiment le débat de fond. La majorité de droite, vous allez peut-être pouvoir nous l'expliquer, mais vous allez pouvoir comme ça faire vos contre-propositions, voter votre formule du texte. Et on le sait, ici, l'obstruction avec des milliers d'amendements, ce n'est pas du tout dans la tradition de l'institution qui préfère débattre sur le fond. On sera sans doute bien loin de l'ambiance délétère de la commission spéciale dont on voyait un extrait tout à l'heure. Vous confirmez, Patrick Chaise? Oui, je pense qu'effectivement, c'est l'ADN du Sénat que de participer au débat dans toute sa dimension. Et je pense que sur ce texte, il est nécessaire qu'il y ait des contre-projets de présenter. On a vu plus de 140 signataires qui demandent dans une tribune publiée dans l'Humanité un référendum sur le retrait de la réforme des retraites. Est-ce que finalement on ne va pas en arriver là? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous dites pour sortir de cette situation compliqué? Alors, ça ne vous aura pas échappé, je ne suis pas conseiller du Premier ministre, mais globalement, je ne suis pas fan des référendums, y compris sur un texte aussi fondamental que celui-là. Parce que le débat parlementaire, il est fait justement pour pouvoir apprécier l'ensemble des éléments pour avancer dans un sens ou dans un autre. Le problème du référendum, c'est que souvent, les gens qui vont participer à ce référendum vont le faire de façon, on va dire, assez épidermique ou sur la base d'un élément qu'ils auront entendu, mais sans forcément avoir la contradiction. Et c'est plutôt dangereux. Ou plutôt pour ou contre quelqu'un, surtout, non? Ou plutôt pour ou contre quelqu'un. Souvent, effectivement, on le sait, dans les référendums, la réponse n'est pas celle qui correspond à la question. Et ça veut dire que l'exécutif pourrait finir par utiliser le 49.3. Ce serait contre-productif? Qu'est-ce que vous en penseriez si ça... Je pense qu'effectivement, ça serait une erreur de l'utiliser dans les conditions dans lesquelles on a vu arriver ce texte. Mais là encore, je ne suis pas conseiller du Premier ministre et je ne me permettrai pas de lui dire ce qu'il faut faire sur ce sujet. Steve Jourdain, on va continuer avec vous. Emmanuel Macron reçoit les députés La République En Marche demain. Alors officiellement, pour remobiliser les troupes avant le début de l'examen de cette réforme des retraites à l'Assemblée. Officieusement, ce serait peut-être plutôt une séance de câlinothérapie demain à l'Élysée, c'est ça? S'expliquer, se rapprocher, ou en tout cas essayer de briser la glace après l'épisode du congé des parents endeuillés. On se souvient, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière. Les députés de la majorité avaient suscité l'indignation en refusant de voter un amendement UDI. Cet amendement visait à allonger le congé des salariés ayant perdu un enfant. Emmanuel Macron avait repris sa majorité au vol. Il lui avait reproché de manquer d'humanité. On le sait, le manque d'humanité, c'est un reproche qui revient souvent dans la bouche de ou des oppositions, d'où le sentiment chez certains députés d'avoir été quelque peu trahis par le chef de l'État. Pour la première fois depuis le début du quinquennat, des députés ont exprimé leur incompréhension. Ce matin encore, Laurent Saint-Martin, c'était au micro d'Oriane Mancini. Écoutez. Il n'y a pas de la colère chez les députés. Il y a eu, notamment parmi ceux qui ont voté contre cet amendement suscité, une forme d'injustice ressentie. Et je les comprends et je les soutiens totalement parce que moi, si j'avais été à leur place, ça aurait été pareil. J'aurais voté la même chose et j'aurais ressenti le même sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'on leur a un peu fait comprendre qu'être loyal, parfois, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire.
Que faire donc pour résoudre cette équation insoluble de la Ve République, cette distance entre le chef d'État et le Parlement? Cette distance, c'est un principe qui remonte à la Troisième République et que le général de Gaulle avait déjà théorisé en 1946. C'était lors de son discours à Bayeux. On écoute le général. Du Parlement ainsi composé de 2 chambres, il est clair que ne peut pas et ne doit pas procéder le pouvoir exécutif sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs. Voilà donc pour la théorie et le siècle dernier. On aime toujours les archives ici. Aujourd'hui, un président qui reçoit des députés, c'est presque une tradition. On pense évidemment à Nicolas Sarkozy, qui l'a beaucoup fait. Un président qui reçoit pour l'apéro, c'était le style Sarko. On parlait d'hyper-président pour Nicolas Sarkozy. C'était aussi un hyper-premier ministre. Réunion régulière de la majorité, rencontre informelle autour d'un déjeuner, cellule parlementaire de l'Élysée renforcée. Sarkozy recevait les députés, les sénateurs. Il les recevait beaucoup. Regardez ce décompte qu'on le retrouve chez nos confrères de l'Opinion. Selon un conseiller politique de Nicolas Sarkozy, l'agenda du président comptait 2,4 rendez-vous par jour en moyenne avec un parlementaire. Ça correspond à peu près à une douzaine de parlementaires par semaine, une cinquantaine par mois au total. Quand on aime, on ne compte pas. Ouais, mais tout ça, Steve, c'était avant la révolution socialiste. Avant la révolution promise par François Hollande. Écoutez, c'était dans l'ancien monde. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Et voilà, cette promesse, elle a fait long feu. Dès le mois d'avril 2013, moins d'1 an après l'élection de François Hollande, eh bien, le président instaurait une rencontre hebdomadaire avec les députés et les sénateurs. On en revient toujours à l'apéritif, Rebecca. François Hollande, lui aussi, était un président apéritif entre 19 et 21 heures. Une fois par mois, les députés étaient invités par groupe de 12 à venir prendre un verre au château. François Hollande a voulu rompre avec Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron a voulu rompre avec François Hollande. Mais demain, le chef de l'État reçoit les députés LREM à quelle heure? Oh bah j'imagine à l'apéritif, non? 20h entre l'apéritif et le dîner. Presque à l'heure de l'apéritif. Vous êtes de quelle école, Patrick Chaise, vous? Moi, personnellement, je pense qu'il est nécessaire que le président de la République puisse rencontrer les parlementaires. Pas forcément, d'ailleurs, de façon exagérée. Comme Nicolas Sarkozy. Mais je pense qu'effectivement, il est important de pouvoir écouter ce que les parlementaires ont à dire, parce que les parlementaires sont les représentants des territoires et du peuple, suivant qu'ils soient sénateurs ou députés, et ont à finalement donner la synthèse de ce qu'ils entendent sur le terrain. Il est une erreur, à mon sens, que le président de la République se mette dans sa bulle et reste dans sa bulle. Malheureusement, j'ai un peu peur qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe, parce que même s'il y a un apéro demain soir... ou un dîner. Ce n'est d'ailleurs qu'avec les parlementaires En Marche. L'apéro, c'est ce que j'allais dire. L'apéro est exclusivement avec les députés de sa majorité, ou les parlementaires de sa majorité. Mais est-ce que ce n'est pas tout le rôle du ministre chargé des relations avec le Parlement? Est-ce que ça ne suffit pas comme intermédiaire, après tout Je pense très franchement qu'il est nécessaire aussi que les ministres rencontre les parlementaires, je dis les ministres. Là aussi, on peut, dans certains dossiers, malheureusement, je peux le constater, qu'il est difficile de rencontrer certains ministres. Je ne dis pas impossible, mais difficile. Et que, globalement, dans les débats, je l'ai vécu à titre personnel dans le projet de loi de finances, on peut remarquer quelquefois que les ministres se mettent dans une dimension autre et un peu supérieure, en considérant que de toute façon, ils savent, ils sont les sachants, ils sont les dirigeants, et que finalement, les parlementaires peuvent bien évoquer certaines questions ou proposer certaines choses, ils restent sur leur ligne sans écouter. Marie-Pierre Bourgeois, on va terminer ce club avec vous. Cette semaine, alors ce n'est pas un livre politique que vous nous présentez, c'est un film qui nous plonge dans la tête d'un militant politique. Et oui, Rebecca, aujourd'hui je vous parle de La Cravate. Donc c'est un documentaire qui plonge dans la tête d'un jeune au Front National pendant la campagne présidentielle en 2017. Il est tout jeune, Bastien Régnier, il a 20 ans et il fait ses armes dans ce parti que Marine Le Pen n'a pas alors encore rebaptisé le Rassemblement National. Il apprend des meilleurs, il va se mettre dans la roue d'Éric Richermos, qui est le patron
patron de la Somme et qui est l'un de ces très jeunes ambitieux qui ont rejoint le Front National après l'arrivée de Florian Philippot. Alors les deux garçons, ils ont à peu près le même âge, mais pas vraiment le même parcours. Bastien Régnier, lui, il apprend le métier, tandis que son mentor, il a déjà tout du grand professionnel de la politique. Il est déjà conseiller régional et il sait se faire apprécier. Il lui donne un conseil, n'oublie jamais de ramener des viennoiseries dans les réunions militantes, c'est très important pour te faire apprécier. Alors, pour rentrer dans la tête de Bastien Régnier, les réalisateurs ont choisi un dispositif très particulier. Oui, alors il y a des choses assez classiques, hein. Ils s'appuient sur des images face caméra, ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup dans les documentaires. Puis vous avez quelque chose d'un peu plus original. Vous avez le jeune homme, donc Bastien Régnier, qui est filmé en train de lire le texte que les réalisateurs ont écrit et qu'ils mettent parfois dans sa propre bouche. Alors regardez ce que ça donne quand les réalisateurs de La Cravate le filment en train d'aider Florian Philippot à lancer sa propre chaîne YouTube. Nickel. J'imagine déjà les montages que je peux faire et je me suis tellement marré sur tout le long. Et c'est exactement le truc, c'est... Mais ça va être un peu long, non? Non, ça va. Ils enregistrèrent l'annonce d'ouverture de la chaîne YouTube et quelques commentaires sur l'actualité. Bastien encourageait l'orateur en acquiesçant de la tête, en forçant des sourires, et il osa le tutoiement qui s'imposa avec naturel. N'hésite pas à faire une gestuelle en même temps quand tu les critiques. Jamais je n'aurais cru en arriver là, pensait-il. Je pouvais au mieux devenir conseiller municipal, et me voici en train de diriger Philippot. Ouais, drôle de style. Hein. Drôle de style, je vais vous en dire plus, parce que dans le parti dirigé par Marine Le Pen, on repère assez vite les jeunes prometteurs, ceux qui en veulent, qui ont faim et qui veulent apprendre assez rapidement les codes politiques. Alors il y a évidemment la cravate qui donne l'allure d'un homme important, qui a donné le titre au documentaire, également le costume bien taillé. Et Bastien, il va apprendre très vite comment devenir un petit baron de la politique locale. Tous portaient des vêtements parfaitement ajustés et observaient les canons de l'élégance. La pointe de la cravate au milieu de la boucle de ceinture, la veste non attachée ou par un seul bouton, et les couleurs variant régulièrement. Car il ne faut pas apparaître tous les jours dans le même costard, expliqua Eric à Bastien, qui n'en possédait qu'un seul. Vous voyez vous rhabiller Patrick Chaise, donc en effet le costume c'est très important et c'est plutôt drôle parce que Bastien Régnier il se verrait d'ailleurs bien tête d'affiche, voire candidat au législatif, peut-être au sénatorial, mais malheureusement pour lui cette petite ascension au sein du parti elle va pas durer, il va se faire rapidement dépasser par des jeunes ambitieux aux dents bien plus longues que lui. Et puis il y a son passé qui va compliquer les choses. Oui, alors il a un passé très compliqué, il a eu une enfance un peu difficile, ça se passe pas très bien au collège ni avec ses professeurs ni avec ses camarades, il commence à devenir un peu paranoïaque, il envisage à 13 ans de commettre une tuerie de masse dans son établissement scolaire. Il va être rapidement placé dans une famille d'accueil et là, dans sa famille d'accueil, il va croiser un skinhead. Très vite, le skinhead le prend sous son aile, ça va lui donner le goût de la bagarre, mais il va être assez vite frustré, Bastien Régnier, parce que, dit-il, chez les skinheads, il n'y a pas de vrai projet politique, on aime la bière et le coup de poing, et lui, il a envie d'un peu plus que de ça. Et donc, à 16 ans, des idées, à 16 ans, il quitte le mouvement skinhead, il va trouver refuge au FN, où il va se sentir très vite apprécié et reconnu. Oui, apprécié, oui, mais la dédiabolisation va vite devenir un obstacle à son ascension. Bah oui, parce que vous le savez, Rebecca, Marine Le Pen, elle a fait beaucoup pour lisser l'image du parti, et un ancien skinhead, ça fait pas forcément très sérieux. Malgré tout, il va continuer à militer avec ardeur, on le voit tout au long du documentaire, très vite, arrivé dans le local, il est là avant tout le monde à 8h30, on le voit avec les camarades en train de coller des affiches, il est au marché tous les dimanches, il est vraiment là, il fait vraiment le vrai travail d'un militant, et c'est intéressant parce que ce travail de militantisme, ça montre pour lui un univers bienveillant qui va se recréer, alors qu'avec son employeur, son ex-compagne, ses anciens camarades d'école, ça a été très compliqué. Et moi, ce qui m'a vraiment touchée dans ce documentaire, c'est le parcours intime de Bastien, qui raconte à la fois des choses très personnelles de sa vie, mais qui fait également écho à bien des électeurs du RN, avec cette frustration, cette colère, le sentiment d'être souvent méprisé, parce que Bastien Régnier appelle la bien-pensance et les élites. Moi, j'ai un petit regret dans La Cravate, c'est finalement la voix off qui est très omniprésente dans ce documentaire. Mais malgré tout, on garde très longtemps en tête les rêves de reconnaissance sociale de Bastien Régnier. Et je trouve que ça donne beaucoup d'informations sur les gens qui votent aujourd'hui Marine Le Pen. Ouais, sur cet électorat qui est toujours un peu un mystère, Patrick Chaise. Alors, il y a eu l'époque des skinheads qui a changé. Il y a eu cette dédiabolisation de la part de Marine Le Pen. On ne sait plus trop bien qui vote pour Marine Le Pen aujourd'hui. Oui, enfin, je pense que globalement, on serait surpris à analyser les caractéristiques même de tous ces électeurs, dans le sens où je pense qu'on a un peu la carpelle lapin quelquefois dans ces électeurs. Mais
là aussi, si des gens se réfugient dans ce vote, c'est bien que quelque part ils ne trouvent pas leurs chaussures à leurs pieds dans d'autres partis politiques, et c'est ça qu'on peut regretter. Patrick Chaize, on va se concentrer sur votre travail dans votre circonscription, puisque c'est l'heure de sénateur à domicile, votre sénateur à domicile. Et Public Sénat vous a suivi dans l'Ain, Patrick Chaize, où plusieurs élus de plusieurs communes se sont battus pour stopper ou disons freiner la disparition des services publics. Des solutions ont été trouvées, notamment grâce à une bonne coopération entre l'État, la Poste et l'Association des maires de France. On va regarder tout de suite ce que ça donne et on va en parler ensemble après. C'est un reportage de Flora Sauvage, pardon, Flora. Oyonnax, deuxième ville du département de l'Ain, aux portes du Jura. En 2018, cette commune de 24 000 habitants a failli perdre l'un de ses 2 bureaux de poste. Mais le maire s'est battu pour les conserver. Paris veut centraliser tous les pouvoirs. Ce n'est pas le but. Donc si on veut revitaliser les centres-villes, il faut laisser ces services annexes qui existent et qui rendent un service considérable à une population. Dans les rues d'Oyonnax, la disparition des services publics inquiète les habitants. C'est inadmissible de fermer un lieu comme ça, qui est vital pour le centre-ville, quoi. On se plaint que les centres-villes désertifient, etc. C'est pas une solution. Ici, au bureau de poste du centre-ville d'Oyonnax, l'affluence ne tarit pas. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce qu'il vous fallait? J'ai besoin d'un mélo, s'il vous plaît. Et 1100, monsieur. Sénateur de l'Ain, Patrick Chaize s'est battu aux côtés du maire pour faire en sorte que ce bureau de poste soit maintenu en centre-ville. Il faut qu'il y ait au moins 17 000 points de contact postaux en France, c'est dans la loi, et il faut que chaque personne ait à proximité un bureau de poste pour pouvoir faire ses transactions. Pour répondre aux besoins des usagers, la Poste s'est engagée à renforcer sa présence dans les territoires et mise sur les commerçants. Au Poisal-Aléria, 700 habitants, le bureau postal a disparu en 1994. Mais depuis 2 ans, les services de la Poste sont à nouveau disponibles. Messieurs, dames, bonjour. On est dans un bar tabac multiservice et on fait poste depuis 1er janvier 2018. Des verts en 48 heures ou des rouges en 24 heures? Des rouges. Des rouges? Oui. Jacqueline tient le bar et la supérette. Pour 250 € par mois, elle s'occupe aussi du courrier, des colis et des recommandés. Un service en plus, disponible tous les jours de 7 h à 19h30. Voilà, il peut venir le dimanche matin, c'est quand même énorme, un colis, une lettre recommandée. Ça rend vraiment service à la population et puis ça fait une vie en plus dans mon commerce. C'est bien d'avoir le soir quand on rentre du travail, on peut passer à 7 h, elle est encore ouverte et on peut récupérer nos colis ou nos recommandés. Pour compenser la chute de la distribution du courrier, la Poste cherche à diversifier ses services et à ouvrir des points de contact dans des commerces. Ça fait aussi rentrer des gens dans ce commerce qui ne rentraient pas forcément naturellement. À l'image de ce village, la Poste cherche de plus en plus à externaliser ses 17 000 points de contact pour faire face à une dégradation de ses résultats. Le but, maintenir un maillage territorial. Alors Patrick Chaize, on va prolonger un petit peu avec vous. C'est absolument fondamental cette présence de services publics dans les territoires. Oui, c'est fondamental. Et je pense que le président de la République l'a bien compris avec la création des maisons France Service, qui finalement est une réponse à cette problématique. Et la Poste en particulier. Parce que la Poste reste le dernier service qui vient chez chaque habitant 6 jours sur 7 tout au long de l'année. Et avoir ce lien social qui est aussi un lien de service est capital. Donc aujourd'hui, la Poste travaille beaucoup sur évidemment le maintien de la lettre, mais avec une diminution assez drastique du nombre de courriers envoyés, puisqu'on est passé de 18 milliards de plis il y a une dizaine d'années à 7 milliards aujourd'hui. C'est vraiment une chute conséquente, et donc cherche à développer ces services avec d'autres services qui sont aujourd'hui proposés aux habitants. On n'arrive pas à se rendre compte, c'est le parcours du combattant pour réussir à instaurer un dispositif comme celui-là? Alors, c'est pour certaines communes, oui, pour certaines communes, c'est vraiment le parcours du combattant, dans le sens où, notamment dans le cadre du village du Poisal-Aléria, le maire, il y a plus de 10 ans qu'il essayait d'obtenir finalement un point de relais au sein de sa collectivité. Il se trouve qu'il m'en a parlé presque par hasard.
que j'ai pu, par mes missions ici au Sénat, avoir un contact avec la Poste et le président de la Poste, puisque j'ai l'honneur d'être le président de l'Observatoire national de la présence postale, ici en représentant le Sénat. Et donc, on a pu lancer cette opération, la mettre en œuvre, et puis trouver le commerçant aussi qui était susceptible d'accueillir le service. Et ça donne ce commerce multiservice qu'on a découvert dans le reportage de Flora Sauvage. Merci infiniment Patrick Chaise d'être venu nous décrire votre travail et d'avoir accepté de réagir à nos méchants chroniqueurs du jour qui ont fait des chroniques. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir fait partie du club. Ne le prenez pas mal, Quentin, je plaisante. La suite d'ALPL, c'est le grand débat et l'entretien de la semaine. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme, c'est parti. Dans une demi-heure, l'entretien de la semaine. Nous recevons ce soir Muriel Salmona. Elle est psychiatre, spécialiste de la mémoire traumatique, notamment dans les cas d'abus et de violences sexuelles. On reviendra avec elle sur les révélations de Sarah Abitbol et sur ce qu'elles ont déclenché dans le monde du sport. De nouveaux chantiers s'annoncent. Pour Roxana Maracineanu, la ministre va réunir les présidents des fédérations pour une convention sur le sujet le 21 février prochain. Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant toute l'émission, nous irons, comme tous les soirs, en salle des conférences. Nous ferons réagir sénateurs et sénatrices. Ce sera à votre micro, Fanny Conqui. Oui, et Rebecca, ce soir, nous serons notamment avec Victoire Jasmin, sénatrice de Guadeloupe. Nous parlerons avec elle justement du délai de prescription en ce qui concerne les violences sexuelles sur mineurs. Et notre invité y répondra. Merci Fanny, à tout à l'heure. D'abord, notre grand débat, il va donc porter ce soir sur la fin de vie. Un sédatif sera bientôt disponible pour les soins palliatifs à domicile. C'est l'annonce ce soir du ministère de la Santé après les recommandations de la Haute Autorité. C'était une demande des généralistes, mais cela pose un certain nombre de questions. Fin de vie, faut-il aller vers un meilleur accompagnement à domicile? Eh bien, on va ouvrir le débat avec nos invités juste après les premières explications de Samia Dechir. Il aura fallu une recommandation de la Haute Autorité de Santé pour obtenir le feu vert du gouvernement. Dans 4 mois, le midazolam sera disponible dans les pharmacies de ville pour les médecins qui accompagnent des patients en fin de vie à domicile. Ce médicament permet une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les malades qui souhaitent mourir chez eux. Depuis 2016, la loi autorise cette pratique, y compris à domicile. Le problème, c'est que les médecins de ville n'ont pas vraiment accès à ce médicament appelé midazolam, sauf s'ils en font la demande à une pharmacie hospitalière, ce qui s'avère dans les faits très compliqué. Une situation à laquelle la Haute Autorité de Santé a recommandé de mettre fin ce matin. Pour permettre désormais à tous les professionnels de santé, de ville comme hospitaliers, de mettre en place une sédation proportionnée ou profonde et continue comme prévu par la loi, la HAS demande au pouvoir public de permettre leur dispensation en ville. Une recommandation suivie quelques heures plus tard par le ministère de la Santé. Le midazolam sera bien vendu dans les pharmacies de ville, mais le gouvernement n'a pas encore précisé sous quelle modalité. La Haute Autorité de Santé recommande un encadrement des praticiens qui souhaitent l'utiliser. L'utilisation de la sédation profonde doit être faite par des médecins qui sont formés à cette technique, parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas au jour d'aujourd'hui en faculté de médecine, donc il faut les former à ça. Ça va être fait en lien avec une équipe de soins palliatifs. Après, le médecin doit être joignable 24 heures sur 24, et il doit y avoir un lit de repli à l'hôpital. Donc ce n'est pas quand même un traitement simple par du Doliprane. L'accès au midazolam était demandé par de nombreux médecins, souvent forcés de l'obtenir par des moyens détournés. Pour les associations accompagnant des patients en fin de vie, ce n'est qu'un premier pas, encore insuffisant comparé à l'euthanasie, toujours interdite en France. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Jean-Pierre Mignard, bienvenue. Vous êtes avocat pénaliste, maître de conférence à Sciences Po, membre du Comité consultatif national d'éthique et cofondateur du laboratoire d'idées Hyperion. Philippe Bataille, bienvenue à vous également. Vous êtes sociologue, directeur de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez mené plusieurs enquêtes dans des unités de soins palliatifs et vous avez écrit « Laisser partir, euthanasie, l'exception ». Marc Grassin,
Vincent, bienvenue. Vous êtes enseignant, chercheur à l'Institut catholique de Paris, philosophe et docteur en pharmacie et en éthique médicale. Et vous êtes le co-auteur de La mort assistée. Jean-François Richard, bienvenue. Médecin à l'unité de soins palliatifs de la maison médicale Jeanne Garnier à Paris. Et vous êtes vous-même ancien médecin généraliste. Merci à tous les quatre d'être ici. Agnès Buzyn n'a pas tardé à trancher. À peine la recommandation de la haute autorité formulée, elle a autorisé, la ministre de la Santé, ce qu'on appelle la sédation profonde à domicile, ce qui pose, j'imagine, quelques questions pour vous, Jean-Pierre Mignard, ou pas? D'abord à domicile. Depuis les textes, la sédation profonde s'envisage légalement, spatialement, avec des professionnels qui sont hospitaliers à domicile. Une question qui peut se poser, est-ce que techniquement c'est possible à domicile? Et dans quelles circonstances les médecins peuvent-ils l'utiliser? Prescrire le sédatif. Ah oui, il faut effectivement qu'on rentre dans un processus de fin de vie à domicile. Pourquoi pas? Dès lors que techniquement les conditions sont réunies, j'ai envie de dire pourquoi pas, en effet. Le médecin, tout à fait. Vous voyez, au point sur lequel on n'avait pas pensé, parce que dans la sédation, au fond, on avait rentré dans le processus de fin de vie, il y avait les proches, il y avait l'avis donné par la personne concernée, s'il avait été en mesure de le donner avant de rentrer dans ce processus. Éventuellement, il y a un tiers de confiance. Donc, on avait envisagé toute une collégialité autour, effectivement, du processus de fin de vie en milieu hospitalier, qui devait peut-être nous rassurer nous-mêmes sur le processus, pour ne pas le laisser à la seule disposition d'une seule personne, d'un seul praticien, etc. Mais en fait, rien ne s'oppose si dès lors que les conditions sont réunies pour que la sédation profonde ait lieu à domicile. Mais techniquement, maintenant, c'est au médecin de dire. Ouais. Philippe Bataille, on n'arrive pas à savoir si c'est une petite révolution qu'on vit là, si c'est une étape majeure dans ce qu'on appelle la fin de vie. Est-ce que, pour éclairer nos téléspectateurs ce soir, le fait d'autoriser ce sédatif profond, la prescription de ce sédatif puissant à domicile, ça change réellement la donne? Oui, ça fait avancer les choses. D'une certaine manière, il y a au moins les transferts de dernière minute. Enfin voilà, je pense que du point de vue de la médecine et de la pratique médicale, et c'est du reste surtout sur la revendication de médecins généralistes. Oui, c'était à l'appel du généraliste, c'est vrai. Qui a circulé en émotion, je pense, avec un collègue auquel il s'assimilait. Enfin voilà, je ne connais pas spécialement les signataires, mais de toute évidence, ils ont pratiqué. Donc je pense que c'est au moins sortir d'une zone d'ombre, une pratique qui ne s'est pas généralisée et diffusée, mais qui est nécessaire, et qui dit deux choses du point de vue peut-être plus révolutionnaire. C'est effectivement de déployer la loi de 2016 et toute la loi de 2016, c'est-à-dire un accompagnement médical, sans passer nécessairement par une suspension d'hydratation ou d'alimentation, qui était le procédé classique, avec un produit qui déjà est utilisé à l'hôpital, disons pour aller vite, de l'hypnovène, enfin, et qui aujourd'hui peut être entre les mains des médecins généralistes. Et la deuxième chose, pour moi, qui est révolutionnaire, pour prendre votre terme, c'est potentiellement la relation de confiance entre le médecin et son patient. Au moment où les choses se dégradent, voire s'accélèrent, c'est le médecin traitant, même si c'est le pas médecin le de famille, le médecin du quotidien. Oui, c'est celui qui est le pivot et qui est souvent en rapport avec les proches. Et l'autorisation suppose qu'il soit disponible 24 heures sur 24, qu'il soit lui-même en relation potentiellement avec une équipe de soins palliatifs ou en tout cas avec une médecine palliative, et être en mesure d'accompagner dignement nombreuses situations qui aujourd'hui effectivement ne correspondent pas à la réalité de ce que c'est d'éteindre, de mourir dans des situations hautement médicalisées ou qui l'ont été, même si on les démédicalise à la fin. Et l'histoire initiale est précisément un médecin généraliste traitant formé aux soins palliatifs qui, au fond, réalise le principe ou l'adage du non-abandon de son malade. Marc Grassin, vous partagez cela? On sort d'une zone d'ombre, on sort d'une forme d'hypocrisie, on s'adapte au réel? C'est comme ça qu'il faut le voir? Ou il y a des risques, des dangers? Comment vous le voyez? Oui, quand on sort d'une zone d'ombre, on en crée aussi immédiatement. C'est-à-dire que je crois, finalement, on est dans la continuité, au fond, de ce que la loi
ouvrée comme possibilité, et donc on permet au fond une application du droit pour tout le monde. Bon, très bien. Après, la question, c'est pas l'injonction de pouvoir le faire, c'est comment on va le construire, quoi. Et là, il y a une vraie difficulté. D'abord, ça va prendre du temps, moi, me semble-t-il. C'est-à-dire que quand il y a une révolution, au sens où vous l'évoquez, ça veut dire qu'il faut apprendre du coup de nouvelles pratiques, il faut apprendre de nouveaux comportements. Former les généralistes. Il faut former les généralistes et puis il faut évaluer ce qui se passe. C'est-à-dire que et donc du coup immédiatement ça lève effectivement le voile sur un certain nombre de choses et en même temps il va falloir être très très vigilant sur au fond qu'est-ce que ça va générer et qu'on n'imagine pas encore. Donc et ça c'est. Que faudrait-il pour que ce soit bien encadré? Le premier élément, vous l'évoquez, il y a un enjeu de formation, ça me paraît peut-être pas évident. Le deuxième élément pour moi, me paraît assez compliqué, c'est la disponibilité et c'est le temps. Parce que si on rentre sur des sédations à domicile, des sédations profondes à domicile, d'abord ça prend du temps. Voilà, et le médecin généraliste est aujourd'hui sursaturé, donc quelle est la disponibilité qu'il va avoir? Parce que la question n'est pas simplement celle du patient en train de mourir, c'est aussi la question des proches. C'est-à-dire qu'une fin de vie, c'est d'abord on pourrait dire une aventure relationnelle à plusieurs. Si l'enjeu, c'est de permettre au fond que le patient et ses proches vivent quelque chose qui leur permette de se séparer dignement et d'inscrire dans la continuité leur relation, alors il va falloir évidemment qu'il y ait de la disponibilité ou des ressources mises pour les proches, pour accompagner, ce qui reste quand même quelque chose avec des aléas divers et variés. Bien sûr, donc, en fonction des situations des uns et des autres. En fonction des situations. Et donc il y a un enjeu à travailler la relation et ne pas imaginer simplement que la solution technique règle le problème. En fait, la solution est relationnelle, fondamentalement. L'objet technique va être le support technique est évidemment central, mais c'est pour créer des conditions de relation. Et donc c'est une étape là, ce qui se passe ce soir, ce qu'autorise la ministre de la Santé, mais il y a tout un travail à faire. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-François Richard? Oui, je crois que ce qui a été dit, c'est pourquoi pas à domicile. C'est non seulement pourquoi pas à domicile, mais effectivement la visée de la loi, qui est à la fois de dire que tout un chacun a droit au meilleur apaisement possible de sa souffrance, c'est le droit de chacun. Et effectivement, la loi dit juste à côté que les professionnels de santé mettent tout en œuvre. Donc, tout un chacun et mettre tout en œuvre. Et tout un chacun, ça veut dire notamment au domicile, parce que vous savez que dans notre système de santé, c'est vrai actuellement que ce que l'on a appelé le mal mourir, mais encore faudrait-il savoir s'il y a une bonne façon de mourir, et ça, peut-être qu'il y a un peu une illusion collective de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est vrai que notre système de santé est très axé actuellement sur le meilleur accompagnement possible de la fin de vie, notamment à domicile. Et je pense, parce qu'il faut mettre dans le domicile toutes les personnes qui sont dans les EHPAD. Donc, bien sûr, il y a cette visée-là. Les généralistes, et j'ai été généraliste, savent bien que, même s'ils n'accompagnent pas un grand nombre de patients en fin de vie, j'allais dire simultanément, chacun, parce que, et ça a été dit, il y a une relation de confiance, il y a un accompagnement, il y a un non-abandon, un devoir de non-abandon, se retrouve à accompagner des familles et des patients. Mais je crois que ce qui a été dit aussi, c'est qu'il faut permettre le développement de toute la loi, et la loi, elle ne se résume pas à la pratique de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Il y a d'ailleurs un ensemble de pratiques sédatives, et ça, en soins palliatifs, on le sait. Et ce qui a été dit aussi, et je crois que c'est très important, c'est tout l'aspect relationnel. Mais cet aspect relationnel, il faut avoir en tête qu'il débute par un travail qui est autour d'une décision. C'est-à-dire, bien sûr, le fait de mettre à disposition le midazolam est le fameux une bonne sédatif chose. profond, parce que nos téléspectateurs... C'est pas un sédatif profond. Chacun sait que ce qui fait l'efficacité d'un médicament, c'est la dose. C'est la dose. D'accord. Voilà. C'est un médicament. C'est un médicament sédatif, c'est vrai, issu de l'anesthésie. C'est les collègues anesthésistes qui ont le plus l'habitude de l'utiliser. Donc, ça dépend de la façon dont on va l'utiliser. Mais ce produit que nous avons dans la caisse à outils maintenant, et tant mieux,
parce que ça met en cohérence avec l'injonction, j'allais dire, des professionnels de santé, faite aux professionnels de santé, de mettre tout en œuvre. Donc on a la caisse à outils et le médicament. Mais ça veut dire qu'il va falloir décider de mettre en place une pratique sédative. Et ça, depuis très longtemps, on sait bien que les décisions ne se prennent pas seules, notamment depuis la loi Leonetti de 2005. Ensuite, il va falloir mettre en œuvre, et ça je peux vous dire, parce que nous pratiquons des sédations, éventuellement des sédations profondes en milieu hospitalier, et c'est pas facile, ça marche pas à tous les coups, c'est complexe, et il va falloir, et pour mettre ça en œuvre, il va falloir une disponibilité, ça a été dit, il va falloir une équipe, et il va falloir évaluer. Est-ce que vraiment on a pu soulager la souffrance? Voilà. Alors, Philippe Bataille. Pour prolonger vraiment ce qui a été dit, au mot décision, il faut associer celui d'intention. Quelle est la volonté, quelle est l'action mise en place, qu'on se situe à l'hôpital ou à domicile. Et j'ai envie de dire, le produit, effectivement, la dose dit tout de l'intention, à savoir le décès au bout de la sédation profonde, c'est le terme même de la loi. Et ce n'est pas seulement une histoire de produit, puisque le produit, on l'a déjà à l'hôpital, et les grandes affaires qui ont fracturé l'espace public, Lambert, Bonne Maison, Anne-Bert ou quoi, pouvaient ou étaient dans les hôpitaux. Donc voilà, on a aussi, ce qui était dit, un déplacement en quelque sorte d'une pratique, avec des questions probablement de formation, mais aussi de collégialité, et aussi, comment dire, de solidarité, en quelque sorte, y compris à l'intérieur du monde médical, et des soignants, et des bénévoles, enfin voilà, de tout ce monde qui, au fond, accompagne activement un décès. Et la question qui est posée, c'est celle de l'intentionnalité, ce que la loi n'a pas précisé, laissant certaines situations vraiment en difficulté à l'hôpital, où il y a beaucoup de tensions déjà autour de la sédation profonde, et des promesses qui ont pu être faites sans toujours être réalisées du point de vue de l'accompagnement. Tout ça peut être amplifié à domicile. Hein. C'est une solution par rapport à une attente. Ouais. Des professionnels les plus légitimes pour la formuler et qui se sont, comment dire, rassemblés maintenant. Mais ça va reposer des questions que l'on rencontre aussi à l'hôpital, avec notamment la notion des limites et la notion du déclenchement de la sédation profonde et sans réveil. Jean-Pierre Minère, et ensuite on parle des moyens. En vous écoutant, j'avais l'impression de dire que tout cela marcherait très bien si on mettait l'hôpital à la maison. Parce que c'est un appareillage technique, c'est de la surveillance, c'est des personnes, parce que les personnes qui sont en fin de vie et pour lesquels un processus de sédation a commencé, il y a des infirmiers, des infirmières qui viennent, il y a beaucoup de surveillance. Il y a les proches qui demandent, c'est bien normal, des informations aux médecins. Il y a quand même un changement physique qui peut être terrible, hein, de les personnes en sédation profonde, squelettique. Il faut du monde. Ouais. Voilà, c'est pourquoi je parlais du monde. Donc ça pose peut-être les limites de la sédation à domicile. Deuxième chose, le consentement. Alors, sur ce point, peut-être la médecine, nous devons, sur ce point, alors cette fois-ci, ne pas hésiter à poser la question bien en amont, et sans que les personnes soient terrifiées ou épouvantées, leur demander leur position sur un processus de fin de vie, la désignation du tiers de confiance, parce qu'il faut que le médecin, qu'il soit à domicile ou le collège médical, qu'il soit à l'hôpital ou dans un établissement de santé, soit certain que le consentement a été donné en toute connaissance de cause, et c'est ensuite la technicité s'applique au moment de la séquence de l'agonie, car c'est une agonie. On tente de la rendre la moins violente, la plus brutale possible, mais qui a assisté à des sédations profondes, c'est que c'est une agonie. Revoyons pourquoi on en est arrivé là et à se poser toutes ces questions. Il y a quelques semaines, et vous l'avez un petit peu évoqué, le député Paul-André Colombani avait interpellé la ministre de la Santé sur les soins palliatifs à domicile en général et sur le cas d'un médecin généraliste de Seine-Maritime en particulier. L'homme, je vous le rappelle, avait été mis en examen et interdit d'exercer fin novembre pour avoir involontairement causé la mort de 5 personnes âgées en prescrivant un médicament réservé à un usage hospitalier. Pour le député, c'est aussi arrivé par manque de moyens et de structures disponibles à proximité des patients. Je voudrais qu'on l'écoute. Je souhaite attirer votre attention sur les situations ubuesques, mais néanmoins graves pour les patients et les médecins exerçant dans des déserts médicaux. Elles sont générées par des restrictions de prescription et la protocolisation à outrance, certaines fois impactant le milieu rural. Limiter les traitements à des spécialités et écarter d'emblée le médecin généraliste aboutit ainsi à des inégalités d'accès aux soins graves.
Si vous habitez en ville, vous aurez certainement une fin de vie moins douloureuse qu'en zone rurale isolée, avec en plus des conséquences pénales pour le médecin qui, serment d'Hippocrate oblige, a essayé de réduire la douleur d'un patient ayant eu besoin de soins palliatifs à domicile en l'absence de structure d'HAD disponible. Et c'est aussi pour ça qu'il faut parler de fin de vie à domicile, Marc Grassin. C'est aussi parce qu'il y a une inégalité territoriale avec des déserts médicaux et que cette fin de vie, on est obligé de la faire à domicile dans certains endroits du pays. Mais je ne sais pas si on est obligé de la faire à domicile. L'inégalité, me semble-t-il, c'est pas simplement, c'est une question de réseau, quoi. C'est-à-dire c'est comment on va progressivement construire quelque chose qui prend en considération cette nouvelle problématique, on pourrait dire, hein, voilà, et comment on va inventer peut-être des manières de faire un peu autrement en alliance et en réseau, voilà. Je pense qu'il y a le médecin généraliste qui est évidemment un pivot, mais il y a de l'HAD, il y a des services hospitaliers. Donc en fait, c'est comment aujourd'hui, si on veut réduire l'inégalité, c'est comment on repense l'articulation des différentes ressources, au fond, qui peuvent venir Mais quelles ressources quand on est dans un territoire isolé qui n'a pas de ressources disponibles pour cet accompagnement-là? Non, mais il y a quand même des équipes de soins palliatifs, il y a des... Mobiles ? Éventuellement mobile, je laisserai plutôt là-dessus la réponse, c'est-à-dire que au fond, il y a moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a inventé quelque part quelque chose de nouveau là-dessus. Ça veut dire, ça redéfinit peut-être aussi un peu le rôle du médecin généraliste dans cette économie, dans cet écosystème-là, et ça. C'est nouveau, ça va demander un certain temps à élaborer, un certain temps d'évaluation. Et la question, c'est pas simplement le recours en quelque sorte on-off au produit. Il y a à construire un nouvel écosystème en intégrant cette nouvelle possibilité liée à la question du droit, hein, qui est évidemment centrale. Et peut-être que l'inégalité, elle est peut-être plus due à une défaillance ou une difficulté à penser en réseau un certain nombre de pratiques. Donc ça veut dire qu'il y a des changements de pratiques à penser aujourd'hui. Alors problème de réseau, problème de désert médical, peut-être aussi un problème de moyens. Je vais juste vous donner un exemple. Le sénateur socialiste Roland Courteau a été alerté par les équipes de soignants de l'Aude. Là-bas, les financements de l'Agence régionale de santé ont diminué de 30% en 2019. Ils étaient déjà en baisse de 10% en 2018. Et le sénateur nous dit, si ces baisses de moyens se poursuivent, un tiers de ces personnes ne pourront plus à terme être accompagnés, alors même que la demande en soins palliatifs est en hausse sur nos territoires. Donc un problème de réseau, un problème de désert médical, un problème aussi de moyens, Jean-François Richard. Je crois qu'hélas, c'est vrai. Donc on a effectivement entendu parler de ce qui se passe dans l'Aude, dans un système avec des contraintes financières quand même élevées. Mais qui ne doivent pas toucher que l'Aude, hein, d'ailleurs. Non, qui ne touchent pas que l'Aude, bien sûr, qui ne touchent pas que l'Aude. Mais c'est vrai que selon les territoires, ce qu'il faut mettre en place en termes de maillage ou de réseau est un petit peu différent. Il y a... Vous posiez la question des équipes mobiles. Il y a donc des équipes départementales d'appui, soins palliatifs, mais qui sont extrêmement sollicitées, c'est vrai. Et il y a des équipes mobiles qui maintenant peuvent quitter l'hôpital, même dans les grandes métropoles. Enfin, à Paris, par exemple, c'est en train de se mettre en place, qui peuvent quitter, j'allais dire, un fonctionnement strictement hospitalier pour aller vers le domicile. C'est vrai que le plan de développement des soins palliatifs va beaucoup dans cette direction. Souhaitons que ça puisse se mettre en place en termes à la fois effectivement de soutien financier et de mise en œuvre Parce pratique. que ça demanderait plus de moyens, plus d'argent d'aider la fin de vie à domicile que de le faire à l'hopital ? Je crois que c'est... Alors, je n'ai pas les chiffres exactement. C'est terrible, hein, on est obligé de parler de ça parce que c'est un sujet. C'est un vrai sujet, c'est sûr, mais je crois que c'est en fait pas extrêmement différent. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas que ça qui intervient, c'est-à-dire que la fin de vie à domicile, peut-être que tout un chacun qui se porte bien a envie de terminer sa vie à domicile, c'est possible. Après, la réalité peut évoluer et peut changer très très vite. Donc de toute façon, il faut que ce maillage dont nous avons parlé puisse permettre une marche arrière rapide. C'est-à-dire que les collègues généralistes qui sont investis dans cet accompagnement, et je l'ai vécu, je le sais, et qui s'impliquent, bien sûr,
on leur donne les moyens. Je crois qu'il faut pouvoir constituer une équipe autour, et ce n'est pas toujours facile. Il y a en débat la création de... Enfin, l'idée de changer un petit peu les responsabilités ou les possibilités, par exemple, des infirmières, avec le fait de projeter des infirmières qui puissent avoir une certaine délégation dans certaines situations pour, disons, accompagner de façon un petit peu plus proche et au niveau notamment thérapeutique. Les infirmières d'appui, finalement. Mais tout peut casser d'un seul coup. Moi, je dis toujours... À domicile, tout est possible, mais à une condition. C'est il faut que le patient et son entourage, parce que c'est effectivement une histoire... Alors d'entourage aussi, bien sûr. On le sait bien aussi, il y a beaucoup de personnes seules, notamment sur Paris, par exemple. Mais le patient et son entourage, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Et ça peut, entre guillemets, casser très brutalement. Donc il faut pouvoir se replier. Jean-Pierre Minnaert et Philippe Bataille. Je crois qu'il faut que le médecin va se retrouver seul. Seul face à un choix. À quel moment va-t-il décider qu'il faut entamer un processus de sédation sur demande du patient, du malade? C'est censé rester une décision collégiale, quand même. Bien sûr, mais bon, alors, très bien. On l'imagine, on Et lorsque le médecin sera seul devant son patient, il n'y aura pas forcément ses confrères, et il n'y aura pas non plus de personnel infirmier, qui j'en connaissent très bien, ils sont de grande qualité. Il n'y aura personne. Il y aura les proches. Comment réagiront les proches? Il y a des proches, d'ailleurs, avec la meilleure intention du monde, qui diront qu'il faut accélérer. D'autres qui disent non, non, docteur, etc. Le médecin va se retrouver seul. C'est pour ça, quand même, que toute la réflexion... Et alors, à un moment donné, nous aurons d'ailleurs des polémiques qui se lèveront à dire mais ce n'est plus l'entrée dans un processus de sédation, c'est un acte euthanasique. Voilà. C'est tout cela qui se posera. Il ne faut pas le nier. Donc, il faut peut-être penser à la solitude du malade et à la solitude du médecin. C'est fondamental. Philippe Bataille. Seul avec son malade, c'est déjà moins seul. Ou solitude du médecin et solitude du malade, deux solitudes font déjà moins seul. Et moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on arrive quasiment à un niveau de collégialité, c'est-à-dire d'entente et de confiance. Il y a même un mot qui circule, qui est celui de la promesse, souvent articulé de non-abandon. Cette image que nous avons de la main dans la main de l'accompagnant et du soignant. Et nous le savons, en soins palliatifs, y compris dans ces derniers moments, la culture palliative a besoin de connaître ce patient. C'est malvenu, en quelque sorte, de venir et de décéder in situ ou quasiment aux urgences. Enfin, voilà. C'est tout ça que l'on veut éviter, effectivement. Et la HAS, recommandation que les ministres semblent suivre ce soir, précisément définit des conditions de collégialité, de relais, voilà, et de faire de cette solitude, au fond, le mode d'entrée avec le médecin d'une relation qui nomme son destin, à savoir effectivement un accompagnant, sans forcément être actif. Ce qui me fait dire une dernière chose, puisque le mot euthanasie a été utilisé, je crois que dans ces circonstances, et arrivé à ce moment historique, il serait bienvenu d'ouvrir une voie à l'euthanasie ou à la dépénalisation de l'aide active médicale à mourir pour clarifier les situations de non-abandon et lever ou sortir la médecine du soupçon de crime qu'elle rencontre à l'hôpital, y compris dans l'affaire Vincent Lambert jusqu'à son terme et à son autopsie, que tout ça n'arrive pas à domicile, comme ça a commencé à être le cas en Normandie. Alors, face à ces problèmes, faut-il encore faire, du coup, évoluer la loi sur la fin de vie? Le sénateur Rachid Temal et sa collègue Martine Filleul regrettent que le sujet n'ait pas été inscrit dans la révision des lois bioéthiques. Ils veulent déposer une proposition de loi. La loi Clay-Leonetti de 2016 est-elle suffisante? Je vais vous demander votre avis dans un instant. On va d'abord se rendre en salle des conférences. On a posé la question à Pierre Ouzoulias, le sénateur communiste. Il est au micro de Fanny Conquis. On l'écoute. Monsieur Ouzoulias, est-ce que selon vous, la loi Clay-Leonetti va assez loin? Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'il faut, selon vous, légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté? Alors je pense qu'avant de légiférer, il faut faire un bilan des pratiques qui ont lieu aujourd'hui à l'hôpital, et puis pas seulement à l'hôpital, parce qu'il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont face à des situations de personnes en état de mort quasi cérébrale et qui ont besoin de savoir ce qu'ils vont faire. Et puis surtout, ce que j'observe, c'est que, de ce que j'ai compris, dans l'hôpital, la façon dont les soins palliatifs sont apportés a beaucoup changé. Il y a aujourd'hui de moins en moins
de services de soins palliatifs et de plus en plus des équipes ambulatoires, ce qui fait que aussi les médecins à l'hôpital, les infirmières sont aujourd'hui tous confrontés à ces situations qu'ils gèrent plus ou moins facilement. Donc je pense qu'on a besoin d'un vrai bilan de la façon dont ces personnes sont aujourd'hui assistées avant de réfléchir à un travail législatif. Mais est-ce que, donc, pour vous, le problème pour le moment, c'est une question de moyens pour faire appliquer la loi ? Il y a un problème de moyens tout court. Aujourd'hui, je crois qu'à l'hôpital, il n'y a que 40% des patients qui peuvent bénéficier de soins palliatifs. C'est évidemment beaucoup trop peu. Donc on doit faire un bilan de tout ça. Après, vous m'avez posé la question sur le suicide assisté. Il faut rouvrir le débat. C'est évidemment quelque chose de compliqué sur lequel on doit avoir un débat. Je regrette vivement qu'on n'ait pas eu ce débat dans le cadre de la loi de bioéthique. La loi bioéthique aurait dû nous permettre d'appréhender de façon calme, rationnelle tous ces problèmes. Ça n'a pas été le cas et malheureusement on a parlé uniquement de la PMA. Il y avait beaucoup d'autres sujets. Voilà. Sur le suicide, il y a dans l'opinion de plus en plus un sentiment... L'opinion publique, elle est plutôt favorable. Oui, tout à fait. Au suicide assisté et à l'euthanasie. Tout à fait. Il y a un sentiment majoritaire en faveur de la décision de fin de vie. On considère que quand on vit, on doit décider aussi de sa mort. Là, je vous renvoie aux exemples illustres de nos ancêtres romains, et notamment à Sénèque qui disait que savoir bien mourir, c'est aussi savoir ne plus être esclave. Écoutez, on va finir sur cette citation. Merci Pierre Ouzoulias d'avoir répondu à mes questions. Merci. Oui, une belle citation. Merci Fanny. Jean-Pierre Mignard. On a pris du retard parce que lorsque nous avons travaillé sur la fin de vie, c'était extrêmement important. Nous avons été plongés pendant plusieurs années dans le drame personnel de Vincent Lambert et de sa famille. Ce qui fait que nous avons cherché à définir au mieux au Comité national d'éthique les critères auxquels des médecins, un collège pouvait effectivement se référer pour dire là, nous rentrons en sédation profonde, avec une partie de la famille qui disait non, une autre qui disait oui. Il n'y avait pas de consentement éclairé puisque la procédure n'existait pas encore. C'est malheureusement l'agonie de Vincent Lambert qui a apporté au droit à mieux, puisque dorénavant le consentement peut être exigé et doit être exigé de manière très systématique par les médecins. C'est une belle manière pour eux de procéder à un avenir sombre pour le patient. C'est important pour le patient lui-même. Mais donc on a été totalement prisonnier de cela. Et je dois dire qu'on a peut-être, en effet, même si nous avions commencé à avoir quelques éléments, est-ce qu'il fallait rentrer dans le débat sur l'acte euthanasie ? Je pense que tôt ou tard, la question nous sera posée. Il ne faut pas tourner autour du pot. Ce sera une évidence parce qu'il y a une demande massive des personnes qui ne savent pas très bien, d'ailleurs peut-être très bien, ce qu'est l'acte euthanasique lui-même. C'est-à-dire, où est-ce que ça commence, quand est-ce que ça termine, est-ce que si je suis en bonne santé, je veux mourir en bonne santé ? Après tout, je veux mourir en bonne santé. Je me protège de la dégradation de mon corps. Sur ce point, les Romains n'auraient pas été contre. Vous pensez bien qu'un médecin veut dire, mais attendez, au nom de quoi je peux avoir, j'imagine, un chagrin d'amour terrible, comme Werther. Je dis, je veux mourir. Ça va dire, écoutez, je suis désolé, essayez de vous rapprocher d'une autre personne, vous faites le point. Donc, on ne peut pas être le seul juge du moment où l'on doit mourir, même si le choix du moment, en effet, c'est... Vous vous rendez compte de l'ampleur de la question éthique qui va nous être posée. Pardon, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Allez-y. Et justement, pour dire que à l'heure du bilan et l'appel du bilan, en sachant qu'on en fait et qu'il en existe, il faut aussi prendre en compte les affaires. On a plus l'impression qu'on avance au bénéfice ou au détriment d'affaires catastrophiques dont on est tous les témoins, et pas forcément des avancées législatives, de leur reculade, ou en tout cas de leur évaluation. Donc nous sommes aussi dans un espace public, hein, et vous l'avez dit, beaucoup s'expriment autour non pas simplement de l'euthanasie, et je pense que on doit rester dans des situations hautement médicalisées, en tout cas dans ce débat et par rapport à l'actualité. Et dans cette actualité,
et ce hautement médicalisé, déjà il y a des problèmes de limites et d'éthique. Jean-François Richard et Marc Grassin. Oui, je crois que nous avons quand même une loi que d'autres pays nous envient aussi. Donc trouvons cela comme étant une base. On a le droit d'être optimiste par rapport à ça. Il a été dit une fois ou l'autre par l'un ou l'autre des intervenants qu'il fallait la laisser se développer. La sagesse du sénateur des Hauts-de-Seine, je pense, va aussi dans ce sens. Et je crois que dans les éléments qui vont aussi vers une prise de conscience plutôt optimiste, c'est dans les nouveaux outils, on a parlé du midazolam, mais par exemple se développe la télémédecine, qui peut-être va être une façon de renouer du lien entre des professionnels, parce que la solitude du médecin a été évoquée. Effectivement, par la télémédecine, la téléexpertise, peut-être que dans des situations de déserts médicaux, la relation va pouvoir faire que la décision, qui n'est jamais une décision isolée, puisse revêtir une certaine collégialité. Marc Grassin, pour conclure. Deux mots. D'une part, il y a une loi, donc il faut prendre le temps de l'évaluation, analyser les situations, voir comment ça évolue. C'est-à-dire l'idée qu'il faudrait sans cesse aller faire un pas supplémentaire suppose quand même d'abord une évaluation. Et un deuxième mot, c'est que la mort a toujours été assistée, en fait. Alors assistée par la communauté sociale qui prend en charge. À travers les rituels, à travers les représentations, et aujourd'hui à partir aussi de la technique. Nous ne croyons pas que le fait d'avoir une assistance technique au sens où on vient de l'évoquer nous permettrait de faire l'économie de l'assistance sociale, c'est-à-dire communautaire, la gestion relationnelle et sociale et politique et humaine et relationnelle, au contraire. Donc le risque, me semble-t-il, d'aller trop vite sur quelque chose qui est de l'ordre du suicide assisté ou de l'euthanasie, c'est de croire que la technique médicale, de quelque nom qu'on l'appelle, résolve au fond ce qui est en jeu à travers la question de la mort, c'est-à-dire au fond apprendre à se séparer de quelqu'un qu'on aime et vivre dans cette séparation-là. Et ça, c'est éternel. Donc peut-être quel est le bon niveau d'assistance entre technique, sociale, éthique, symbolique, et c'est ça qu'il s'agit de construire dans les sociétés comme les nôtres qui sont sans cesse évolution. Et ce sera la conclusion de ce débat. Merci infiniment d'y avoir participé. On s'arrête sur des interrogations, mais qu'on aura l'occasion de retraiter ici sur Public Sénat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. La suite d'ALPL, c'est l'entretien de la semaine. Nous recevons ce soir Muriel Salmona. Elle est psychiatre, spécialiste de la mémoire traumatique. Elle travaille sur les cas d'abus et de violences sexuelles. On va notamment revenir avec elle sur l'affaire Sarah Abitbol, qui a débouché ce week-end, vous le savez peut-être, sur la démission du patron du patinage français. Avant de l'accueillir sur ce plateau, les tout derniers éléments, c'est avec Fabien Recker. Le règne de Didier Gaillaguet à la tête du patinage français a pris fin samedi. Alors que sa fédération est touchée par un vaste scandale de violences sexuelles, il a annoncé visiblement à contre-cœur sa démission. J'ai pris avec philosophie, avec dignité, mais sans amertume aucune, devant son injustice, la tête haute, la sage décision de démissionner de mon poste de président de la fédération. La ministre des Sports prend acte. Une enquête administrative visant la Fédération des sports de glace doit débuter lundi. Mais Roxana Maracineanu veut aller plus loin. On va recevoir tous les présidents des fédérations où il y a eu des témoignages aujourd'hui. On va aller dans les établissements où il s'est passé des choses, même si c'était il y a 30 ans. Cette question ne touche pas spécifiquement la Fédération des sports de glace, c'est plus large. Et évidemment, on va traiter tous les sujets là où ils se manifestent. Car dans la foulée des accusations de viol de l'ancienne patineuse Sarah Abitbol à l'encontre de son entraîneur, c'est tout le sport tricolore qui est secoué par des révélations. Les dernières en date, celle de l'ancienne cavalière professionnelle Amélie Keguiner. Elle dit avoir été la proie adolescente de son encadrant. Dans les colonnes du Parisien, une cinquantaine d'athlètes de haut niveau ont lancé ensemble un cri d'alarme. Nous appelons à la création d'une cellule d'écoute des victimes, indépendante des fédérations, une cellule en capacité de saisir le ministère des Sports pour permettre le lancement d'enquêtes administratives et la saisine du procureur de la République. Pour ce médecin, qui préside une association indépendante d'aide aux victimes de maltraitance dans le sport, il est en tout cas urgent de briser la loi du silence. Il y a des facteurs prédisposants dans le monde du sport qui font que les prédateurs sexuels peuvent se faufiler beaucoup plus facilement pour approcher leurs potentielles victimes. C'est plutôt le contexte qui facilite les choses. Le ministère veut annoncer un plan d'action au printemps pour lutter contre les violences sexuelles dans le sport français.
Allons plus loin donc avec vous, Muriel Salmona. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes psychiatre, spécialiste de la mémoire traumatique. On va y venir. Chercheuse, formatrice en psychotraumatologie et en victimologie, présidente de l'association Traumatique et Victimologie. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, le livre noir des violences sexuelles. Merci d'être avec nous. Est-ce que la spécialiste que vous êtes a été surprise de découvrir ces violences sexuelles dans le monde du sport, ou est-ce que par vos patients, vous saviez qu'il y avait un sujet ? Oui, non, ça, je n'ai pas été surprise. Ça, on savait depuis longtemps qu'il y avait un sujet et que de toute façon, les violences sexuelles sur les enfants, on les trouve dans tous les milieux. C'est-à-dire que vraiment, en sachant que majoritairement, c'est dans la famille et que de toute façon, c'est les proches. Hein, c'est dans plus de 90%, 94% des proches qui commettent les violences sexuelles sur les enfants. Donc le sport... Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de particulier au monde du sport, c'est-à-dire une parole peut-être plus difficile, une relation au coach ou à l'entraîneur qui est particulière, qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres milieux? Alors il y a effectivement un facteur d'emprise qui est vraiment très important dans le sport, avec les entraîneurs, le coaching, la proximité, le temps passé, l'autorité aussi, et l'ascendance des adultes sur les enfants, avec des enjeux très importants. Mais on peut le retrouver aussi, par exemple, dans les arts, dans la musique. À chaque fois qu'un enfant a un grand engagement, veut réussir, qu'il met une énergie très importante. Et qu'il veut faire plaisir à papa et maman. Voilà aussi, en fait, tout le monde en fait investit. Ses carrières sportives, ses carrières artistiques, avec d'énormes enjeux, et c'est ça qui permet effectivement une emprise d'autant plus importante. Est-ce qu'il y a un aveuglement, un déni de la part des parents ? Comment expliquer qu'ils ne sentent pas, qu'ils ne voient pas, que ce soit dans le milieu du sport ou ailleurs d'ailleurs, mais peut-être dans le milieu du sport où il y a un enjeu, comme vous le disiez, où eux-mêmes ils ont envie que leur enfant devienne un champion. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense qu'ils sont un peu aveuglés, d'abord par le déni de la société, qui est en train d'être levé. Ça, c'est vraiment très bien. Donc, de prendre conscience à quel point les enfants sont des cibles de prédateurs sexuels, qui sont c'est la majorité des victimes. La majorité des victimes, ce sont des enfants, justement. Donc ça, il faut le savoir, que ça peut toucher tous les milieux, toutes les situations. Et puis, ce qui souvent peut aveugler les parents, c'est aussi la valeur que transmet le sport ou l'art, où on se dit que c'est un milieu sécurisé, un milieu où il y a un certain huis clos, en fait. Et or, c'est d'autant plus une situation qui peut être à risque, et c'est vrai que tout le monde se focalise beaucoup plus sur l'enjeu que sur ce qui se passe exactement dans le vestiaire ou à tout moment, en fait. Le livre de Sarah Abitbol est intitulé Un silence. Alors il y a le silence parce qu'on ne veut pas dire, et puis il y a le silence parce qu'on ne se souvient pas. C'est le cas de Sarah Abitbol, qui a été frappée par ce qu'on appelle une amnésie traumatique. Le grand public l'avait déjà un petit peu découvert, ce phénomène, au travers de l'histoire de Flavie Flament, ce qui pose la question des délais de prescription des crimes sexuels. Vous souhaitez les supprimer, mais avant que vous développiez, je voudrais qu'on interroge la sénatrice Victoire Jasmin sur ce sujet. Elle est en salle des conférences avec Fanny Conquier. Elle va nous livrer son analyse et ensuite elle aura une question pour vous. D'accord. Oui, Victoire Jasmin, on sait, les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs ont été portés à 30 ans. Est-ce que selon vous, c'est suffisant, ou est-ce que vous seriez favorable au fait de porter ces crimes, de les rendre imprescriptibles ? Je suis vraiment d'accord pour qu'on rende imprescriptibles ces situations-là, dans la mesure où, quand il s'agissait de passer de 20 à 30 ans, j'étais d'accord, et aller au-delà, c'est nécessaire aujourd'hui, quand on se rend compte que maintenant, on a une réalité, on a des jeunes athlètes qui disent ce qui leur est arrivé il y a quelques années, il y a 30 ans, il y a probablement d'autres. Donc il y a à la fois un travail à faire sur la prévention, intensifier la prévention auprès des enfants, auprès de leurs parents, et aussi toutes les personnes qui tournent autour des enfants dans le cadre de la parentalité, parce qu'il y a un lien de confiance entre les parents et les entraîneurs et les clubs et les ligues, enfin toutes les personnes, en tout cas physiques et morales, qui ont à prendre en charge les enfants, notamment dans le domaine du sport, mais il n'y a pas que dans le domaine du sport qu'il y a ce genre de prédateurs. Il faut également, au-delà de la prescription, parce que ça devrait être imprescriptible quand on regarde la réalité,
il y a des personnes qui se retrouvent dans une situation de déni, qui sont choquées. Et les psychotraumas, tels que l'appréhende la psychiatre, on voit bien que ce n'est pas du jour au lendemain que certaines personnes ont la possibilité de parler. Parce que ou bien la peur, ou bien le choc font que les personnes ne parlent pas toujours. Mais sur cette imprescriptibilité, certains disent que passé un certain délai, les témoignages, les preuves sont difficiles à réunir et qu'il est difficile de faire un procès. Qu'est-ce que vous en pensez? Au-delà du procès, je crois qu'il faut prendre en compte la personne qui est victime. Parce que cette personne, elle est en souffrance. À partir du moment où elle n'est plus dans le déni, où elle a envie de parler, il va falloir quand même l'écouter, l'entendre. Parce qu'il s'agit de cette personne-là qui est en souffrance et ça peut lui conduire effectivement jusqu'au suicide. Donc moi, je crois qu'il faut à tout moment permettre à une personne qui serait victime d'une violence sexuelle de parler, de dénoncer, d'accuser, dès lors qu'elle a elle-même en conscience la réalité des faits. Parce qu'il s'agit de témoins, mais quelquefois on voit que les témoins sont eux-mêmes le déni. Ils ne veulent pas parler, ils n'ont pas envie d'être pris en compte non plus. Mais ce que je dis également, c'est qu'il faut aujourd'hui, et là je salue le courage de la ministre d'avoir fait la pression pour qu'il y ait cette démission. On doit pouvoir légiférer pour que ce soit imprescriptible, parce que trop de personnes sont en souffrance. Et il faut une traçabilité également des prédateurs. Il le faut. Une traçabilité parce que les gens passent, et là dans le reportage je le disais, les personnes peuvent passer d'une organisation à une autre sans qu'on puisse savoir que ces personnes, ce sont des personnes qui sont capables de faire les pires choses. C'est odieux. Vous le savez, Muriel Salmona est en plateau. Je vous propose de lui poser une question. Vous pouvez regarder la caméra et donc l'interroger, poser une question sur ce sujet. Oui, alors je souhaite vraiment que l'on puisse faire en sorte qu'il y ait une traçabilité des personnes qui sont des prédateurs sexuels, des pédophiles, pour que ces personnes-là n'agissent plus en toute impunité sans que d'autres personnes n'aient connaissance de leur passé. Parce que très souvent, que ce soit dans le domaine du sport, dans l'éducation et nationale et dans d'autres domaines, eh bien, ces personnes partent. Alors il faut vraiment la prévention, mais il faut aussi pouvoir identifier à tout moment tous ceux qui sont des violeurs, des pédophiles, des prédateurs sexuels, pour éviter le pire à d'autres personnes. Voilà, alors on attend donc la réponse de Muriel Salmona. Est-ce que le système actuel est suffisant justement donc pour identifier ces personnes? Alors on va laisser répondre Muriel Salmona, je vous en prie. Alors non, il n'est pas encore suffisant, même s'il s'améliore, même si c'est des questions qui ont été posées et avec des réponses justement qui ont été apportées dans le rapport qui a été fait sur les violences institutionnelles, les violences sexuelles institutionnelles. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un vrai problème, par exemple, pour les bénévoles de suivi. Il faut qu'il y ait la possibilité d'accéder en fait, aux fichiers des auteurs de violences sexuelles. On a amélioré les choses puisqu'on a augmenté la peine pour ceux qui téléchargent des photos et des vidéos pédocriminelles qui est passé à 5 ans, donc du coup avec une inscription systématique dans le fichier. Mais il faut aussi pouvoir accéder au casier judiciaire. Enfin, ça, c'est un vrai problème et qui passe aussi par justement la levée aussi de la prescription pour qu'on puisse suivre justement ces prédateurs sexuels et que le plus rapide, qu'on puisse vraiment les identifier et le dépistage, c'est-à-dire qu'on puisse permettre aux enfants de pouvoir parler. Mais il ne faut pas attendre qu'ils parlent, ils mettent beaucoup de temps à parler pour plein de raisons, justement, par rapport à l'emprise, la honte, la culpabilité, les troubles psychotraumatiques. Et la mémoire. Oui, justement, les troubles psychotraumatiques avec la mémoire, les menaces, les pressions, enfin, tous ces éléments-là font que, avant qu'ils parlent, il s'écoule plusieurs années, des dizaines d'années. Donc, on ne peut pas attendre qu'ils parlent, donc il faut aller vers eux. Et il faut que tous les professionnels qui s'occupent des enfants dépistent et posent systématiquement la question. C'est le seul moyen de pouvoir accéder et permettre d'identifier tous ces prédateurs. Ce phénomène d'amnésie traumatique, on le connaît depuis assez peu de temps. Comment ça fonctionne? Comment la mémoire revient? Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce que c'est le corps qui parle avant la tête? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que c'est fréquent? Oui, alors ce phénomène d'amnésie traumatique, il est connu dans le grand public depuis peu de temps, mais on le connaît, nous, bien entendu, depuis beaucoup plus longtemps. On l'a observé. Dans tous les traumas graves, on l'observe, pas seulement dans les traumas sexuels. Et on sait que, par exemple, pour les enfants victimes de violences sexuelles, c'est au moins
moins 40% qui vont avoir une amnésie traumatique complète. Et plus ils sont jeunes, plus le risque est grand, plus les faits sont commis par un proche, plus le risque est grand aussi, et plus c'est un viol, plus le risque est grand. Donc ça peut aller jusqu'à 60%. Donc c'est fréquent et c'est lié à des mécanismes de sauvegarde que le cerveau met en place pour éviter un stress extrême qui représenterait un risque vital. Donc l'état de choc fait que le cerveau disjoncte et déconnecte le circuit émotionnel et de la mémoire. Et du coup, ce n'est pas les personnes qui se protègent en oubliant, c'est le cerveau qui déconnecte les émotions. Les faits ne sont pas oubliés, ils sont là, présents, mais ils ne sont pas accessibles parce qu'ils sont dans un brouillard total. Ils sont non connectés en fait, avec les émotions. Et dans les cas qu'on connaît, qu'est-ce qui fait que la mémoire va revenir? Alors, le plus souvent, l'amnésie traumatique dure d'autant plus que la personne continue à être exposée à des violences, à l'agresseur, au contexte de l'agression ou à de nouvelles violences. Donc, le facteur qui permet le plus de sortir de l'amnésie traumatique, c'est la protection. C'est de protéger les enfants et le soin aussi, mais c'est essentiellement le point de départ, c'est la protection. Et aussitôt que les personnes sont protégées, sont de plus en plus éloignées en fait du système agresseur, à ce moment-là, la mémoire revient, mais elle revient par l'intermédiaire d'un allumage de la mémoire traumatique qui est une mémoire très particulière qui est liée au trauma, qui va faire revivre à l'identique les événements. Et c'est un véritable cataclysme, en quelque sorte, avec un peu comme une torture, parce qu'on revit les pires moments, les mêmes émotions, la même terreur, le même dégoût. Ça, Sarah Abitbol le décrit très bien. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, du coup, les faits reviennent comme une machine à remonter le temps et très précis. C'est pour ça qu'aussi, quand on dit, oui, mais c'est trop long, si on met 30 ans, c'était l'argument après la majorité, ça va empêcher de pouvoir qualifier les faits. En fait, de toute façon, ils sont très peu qualifiés dès le départ, puisqu'il y a 74% de classement sans suite, justement par défaut de qualification. Oui, donc ça ne change rien. Donc ça ne change rien. Et puis, en fait, c'est faux, parce que plus on attend, plus les faits vont revenir grâce à cette mémoire traumatique, de façon très précise, avec si on analyse la mémoire traumatique, on le fait au niveau international, avec Denis Mukwege, pour pouvoir reconnaître les victimes de viols de guerre, etc. Ça permet de faire une analyse médico-légale qui peut corroborer les faits. Et puis, il y a de plus en plus de victimes qui parlent, en fait. Plus on attend, c'est ce qu'on voit, plus on attend, si on ne les dépiste pas, malheureusement pas avant, plus elles vont être nombreuses à parler, donc plus on aura d'éléments pour effectivement identifier ce qu'elles ont subi. On a entendu la sénatrice Victoire Jasmin parler de pédophilie. Je vous entends parler de pédocriminel, de pédocriminalité. Il y a un sujet sur ce mot ? Oui, il y a un sujet, parce que la pédophilie, d'abord, c'est pas un terme juridique, c'est un terme médical qu'on n'utilise même plus. C'est une étymologie très particulière, puisque c'est celui qui aime les enfants. C'est présenté comme une orientation sexuelle, ce que les viols et les agressions sexuelles commises sur les enfants ne sont pas. Donc on préfère vraiment parler de pédocriminalité, sinon ça minimise les faits de viol, d'agression sexuelle, de pédocriminalité, comme pour les adultes. Sinon, pour les enfants, on fait quelque chose d'un peu spécifique où ce ne serait pas tout à fait pareil. C'est récent, ce débat autour de ce mot. Mais nous, ça fait très longtemps qu'on le... Mais le grand public... Le grand public. Et c'est bien parce qu'on est monté au créneau et les journalistes nous ont entendus. Et du coup, de plus en plus, effectivement, ils font attention. Abus sexuels aussi. C'est très spécifique aux enfants. L'abus, c'est l'abus de vulnérabilité ou l'abus de confiance, mais ça ne représente pas du tout, c'est pas du tout représentatif des faits. Il ne s'agit pas d'abus, il s'agit d'agression, de viol, donc de crime. Et du coup, il ne faut pas utiliser ce terme-là, qu'on n'utilise pas aussi pour les adultes. Donc là, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, ne serait-ce que pour les victimes. Pareil pour la pédopornographie. La pornographie, c'est la représentation indécente de la sexualité. Là, on ne peut pas parler de sexualité pour ces vidéos et ces photos. C'est de la pédocriminalité sur le net. Il faut être vraiment très précis, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a un déni, une minimisation, qu'on n'a pas voulu voir cette réalité-là. On n'a pas voulu savoir aussi les conséquences gravissimes que ça peut avoir, l'ampleur du phénomène. Il y a une fille sur 5, un garçon sur 13 qui vont subir des violences sexuelles. Les conséquences sur la santé sont très très lourdes. Mais justement, vous avez publié avec l'Ipsos une enquête sur les violences sexuelles. On va juste regarder quelques chiffres parce qu'on en a retenu quelques-uns. Violences sexuelles subies dans l'enfance. On a retenu ces chiffres. Et il y en a plein d'autres, évidemment, et vous allez sûrement les détailler. Près de 50% des victimes ont fait une tentative de suicide. 77% évaluent comme important l'impact
l'impact sur leur santé mentale. 79% des professionnels de santé ne font pas le lien entre les violences subies et l'état de santé des victimes. Je ne vous cache pas que c'est ce chiffre qui nous a le plus surprise à la rédaction. Oui, alors effectivement, les conséquences sont extrêmement lourdes et à long terme. Elles ne sont pas uniquement d'ailleurs sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique et aussi sur la vie quotidienne, la sexualité, la vie professionnelle, les risques de précarité. En plus des chiffres qu'on a vus, on a 50% qui font aussi des épisodes dépressifs à répétition, 50% qui ont des conduites addictives, mais il y a aussi toute la santé physique avec des troubles cardiovasculaires, immunitaires, digestifs, pulmonaires, neurologiques. Enfin, c'est vraiment très très lourd. Et alors que c'est un problème de santé publique majeur reconnu par l'ONU, par l'OMS, et qu'on a, la communauté scientifique internationale a fait énormément d'études, les médecins sont encore très peu formés au psychotraumatisme et aux conséquences des violences sur la santé. Pour les mêmes raisons qu'on évoquait tout à l'heure, on emploie les mauvais mots, on a une mauvaise vision. Voilà, et puis une sorte de déni qui a perduré. Et le déni est lié aussi à une vision négative des victimes qui auraient moins de droits, moins de valeur. C'est aussi, vous savez que les femmes et les filles sont les principales victimes de loin des violences sexuelles. Là, dans notre enquête, c'est 80% de filles qui ont subi des violences sexuelles et 20% de garçons. Que les plus précaires, les plus vulnérables subissent le plus de violences sexuelles. C'est-à-dire qu'un enfant handicapé a 6 fois plus de risques de subir des violences sexuelles. Donc, dans une société très hiérarchisée qui a tendance à être inégalitaire, les victimes vont être beaucoup plus exposées. Plus elles seront en situation d'inégalité, plus elles seront exposées. Et moins elles seront prises en charge, reconnues, entendues. Leur parole n'aura pas de valeur. Et là, ce qui est très cruel dans la situation des enfants, c'est que toutes les conséquences psychotraumatiques qui sont des preuves des violences qu'elles ont subies vont être retournées contre les victimes comme des éléments entachant leur crédibilité. C'est-à-dire que, ou mettant en cause la qualification des crimes ou des agressions sexuelles. C'est le cas, par exemple, de la sidération, où le fait de ne pas avoir bougé, de ne pas avoir pu se défendre va être reproché à la victime. La dissociation avec l'amnésie traumatique, où on va reprocher à la victime de ne pas avoir parlé plus tôt, de ne pas être partie, de ne pas émettre des doutes même. Hein. Les dépressions à répétition, tous les troubles psychotraumatiques, les conduites addictives vont être reprochées à la victime en disant oui, mais elle a des troubles psychiatriques, donc elle n'est pas crédible. Enfin, c'est tous ces éléments-là. En plus, les victimes, 50% des victimes vont traverser des situations de grande vulnérabilité, de précarité. Donc, du coup, leur parole va être aussi moins crédible. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Oui, c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente et qui a fait qu'on ne s'est pas préoccupé du psychotrauma comme on aurait dû, et que là nous on réclame, et ça vraiment c'est très important, d'abord que ce soit reconnu comme un problème de santé publique majeur, ce que demande l'OMS, et on réclame aussi que les médecins soient formés dès le début de leurs études médicales, hein, tous les médecins. On sait que par exemple en psychiatrie, 60 à 70% de la psychiatrie c'est de la psychotraumatologie. Et que les psychiatres ne sont pas formés en psychotrauma. La plupart des psychiatres ne sont pas formés. Donc on est dans une situation folle et qui entraîne une perte de chance épouvantable pour les victimes, parce qu'elles le disent quand on leur pose la question, les premiers professionnels auxquels elles veulent avoir recours, ce sont les médecins et les psychiatres, puisqu'elles sont très impactées, et que du coup, ils ne sont pas là. C'est-à-dire qu'ils vont pas être là. Interlocuteur, c'est Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, c'est Adrien Taquet aussi, bien entendu. Et vous ne sentez pas d'oreille attentive Alors si, j'ai été entendue de nombreuses fois, que ce soit par Marlène Schiappa, que ce soit par Adrien Taquet, même par le président de la République. Donc j'espère que ça va vraiment faire changer les choses. Quand, à la MIPROF, à la mission interministérielle de protection des femmes victimes de violences, on avait fait une étude justement auprès des étudiants en médecine en 3e et 4e cycle qui montrait qu'ils étaient plus de 80% à n'avoir jamais entendu parler de prise en charge de victimes de violences ou de soins en psychotraumatologie. Et quand vous voyez des polémiques autour des Césars, par exemple, sur le fait qu'on puisse potentiellement récompenser un Roman Polanski qui est accusé d'agression sexuelle et de viol, vous vous dites que la société recule ou que c'est a priori pas à la société? Non, c'est pas. Enfin, c'est qu'elle reste bloquée justement sur la culture du viol, sur le fait que la culture du viol, c'est tout ce qui va minimiser les violences,
mettre en cause la victime et au contraire soutenir l'agresseur. C'est-à-dire considérer que l'agresseur, en fait, non, c'est pas si grave, ou c'est quelqu'un qui est tellement important que l'on ne peut pas le mettre en cause. Et Gabriel Matzneff qui a été, disons-le, boycotté ensuite, une fois que des victimes s'étaient exprimées. Je veux dire, il faut voir le temps que ça a pris, alors que nous, on en parlait depuis longtemps, et d'un seul coup, ça prend. Alors ça, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que ce soit pour tous ces prédateurs, il y a une situation qui est d'une injustice totale, et je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, c'est la prescription. Parce que ça veut dire que les mêmes prédateurs qui commettent des crimes sur de nombreuses victimes, certaines victimes ne vont pas avoir accès à la justice et d'autres vont avoir accès. Donc moi, je voudrais qu'on remette en place l'amendement qui avait été voté au Sénat, qui était proposé par le gouvernement, où pour un crime, s'il y a un même crime avec un même agresseur, il y ait une levée de la prescription. Je veux aussi que pour tout ce qui est amnésie traumatique, troubles psychotraumatiques, il puisse y avoir une levée de prescription comme obstacle majeur, l'article 9.3. Nous, on veut aussi une imprescriptibilité et on veut effectivement qu'il y ait un meilleur dépistage, une meilleure écoute des victimes, qu'il y ait des commissions pour vérifier que toutes les procédures sont faites de façon correcte. Donc c'est tous ces éléments-là et qu'il y ait un soin, qu'on offre, qu'il y ait une offre de soins qui est excessivement importante parce que toutes les atteintes neurologiques qui sont liées aux violences récupèrent. Donc il est absolument essentiel de soigner les victimes. Et l'appel est lancé. Merci infiniment Muriel Salmona d'être venue nous parler de ces sujets avec cœur. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est audition publique. L'invité ce soir, Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Et puis demain matin, comme tous les jours, 7h30, Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. Son invité politique demain sera Julien Aubert, député LR du Vaucluse. Très très bonne soirée sur Public Sénat.